Bonjour, cette vidéo a pour but de juste mettre des commentaires vocaux sur les solutionnaires déposés en ligne concernant les exercices de révision pour l'examen de mi-session. On dit qu'une spécification qui est 360 plus ou moins 50 grammes. Puis là, vous avez les données que je vous ai données dans la question. Puis là, ben, on demande si on dit que chaque échantillon a 4 pièces dedans, c'est quoi les limites de contrôle pour la carte des X-bars puis les cartes des R-bars? Ben, on vous donnait déjà la moyenne dans la question. Non, on la donnait pas. Mais il fallait calculer la moyenne. La moyenne, en fait, c'est on prend toutes les X-bars, on fait la somme des X-bars, puis on divise par le nombre d'échantillons ici qui était 20. Fait que ça donnait 361. On fait la même chose avec les R-bars. Les R-bars, on fait la somme de toutes les R de votre colonne, puis on divise par 20 qui donnait la moyenne. Donc, en ayant le X bar bar puis le R bar, on est capable de trouver les limites supérieures de contrôle, les limites supérieures de contrôle puis les limites inférieures de contrôle avec la formule X double bar plus A2R ou X bar bar moins A2R. A2 puis R. A2, c'est une constante qui est trouvée dans votre table. Fait qu'ici, pour un échantillon de n égale à 4, parce qu'on dit que chaque échantillon avait 4 items dedans, avec 4 pièces. Donc, on savait que le n est égal à 4. Donc, dans la table, vis-à-vis n égale à 4, on pouvait trouver ces valeurs-là. Donc, avec ça, on trouve les limites supérieures de contrôle, les limites inférieures de contrôle. Et le R, c'est la même chose. On dit la limite supérieure de contrôle pour la carte des R, c'est R bar puis D4. Le D4, on le trouve dans la même table qui donnait 54. Le D3, si vous regardez dans votre table, le D3 dans la table pour n égale à 4, c'est égal à 0. Puis c'est normal, en fait, c'est que ça regarde les étendues, hein, vous vous rappelez. Fait que ce que ça dit, ça dit que ça se peut que si ton échantillonnage a juste 4 pièces dedans, ça se peut que tu n'aies pas que tu aies un étendu qui est égal à 0, en fait. C'est pas impossible. Alors que si ton étendue avait, pas ton étendue, mais ton échantillon avait 300 pièces, bien, ils vont dire que ça se peut pas que sur 300 pièces, ta valeur min puis max soit égale à 0. Fait que c'est normal. Exemple, si mettons ton n est égal à 2, puis dans ta pièce, mettons, tu avais un échantillon de 360, mais ton échantillon 1, mais ça se peut que ton deuxième soit 360. T'sais, vu que tu as juste n égale à 2, ça se peut qu'il y ait deux valeurs pareilles. Fait que c'est concevable. Fait qu'eux, ils disent que si ta valeur est de 0, ben c'est concevable. Ton point peut être bon quand même. Alors que si tu avais un n de 300, les autres, ils vont dire, ouais, mais là, sur 300 données, ça se peut pas que tu aies tout 360. Fait que si ça l'arrive, ils vont dire, il y a quelque chose qui ne marche pas. Fait que là, ils vont commencer à dire, ben, à des n supérieurs, ils vont dire, là, tu vas commencer à avoir des valeurs de limite inférieure. Donc, sur ta carte des R, tu vas avoir ton R ici, puis tu vas avoir comme une limite supérieure puis une limite inférieure de contrôle. Mais ça se peut que ta limite soit 0 quand tu n'as pas beaucoup d'échantillonnage. Fait qu'en faisant ça comme ça, on trouve les limites de contrôle. Puis après ça, la question était de la question C. La question C était, est-ce que tous les échantillons peuvent faire partie de la carte des X-bars? Bien, en fait, oui, parce que si on regardait tous les échantillons, toutes les R, ils étaient tous situés entre 0 et 54,65. Donc, tous les points de la carte des X proviennent d'un étendu qui était acceptable. Donc, tous les points sont bons. Après ça, à D, il fallait faire est-ce que la carte des X-bars passe tous les tests? Bien, pour ça, il faut la faire la carte des X-bars. Donc, on a 361 qui est ici. Ça, c'est le X-bar qu'on avait trouvé. On avait trouvé aussi les limites supérieures et inférieures de contrôle. Ça va. Par contre, il faut trouver les zones ABC. Mais les zones ABC, on se sépare juste en 3 parties égales cette partie-là, puis en 3 parties égales cette partie-là. Fait que c'est juste mathématique. Là. On fait ça moins ça, puis on divise par 3, puis on les sépare comme ça. Puis là, maintenant, il faut juste rentrer tous les points de l'échantillonnage, puis ça nous donne quelque chose comme ça. Puis là, ben, on fait les tests. Les 8 tests, vous les regardez dans vos livres, mais ils passent tous, en fait, sauf le test numéro 5. Il y a trop de points consécutifs qui sont de part et d'autre de la zone C. Fait que ça, c'est le test. Le test 5 ne passait pas. Après ça,
La question E, quel est l'écart type estimé de cette caractéristique? Bien, quand on parle d'écart type estimé, la formule est simple, c'est juste A bar sur D2. D2 encore, c'est une constante qu'on trouve dans la même table que vous avez trouvé ces choses-là ici. Fait que c'est encore dans la table, c'est dans la table avec n égale à 4. Fait que vous trouvez cette constante-là aussi. Fait que c'est pas plus dur que ça. La question 3. Il y a un fournisseur de lampes qui nous donne des lampes. On sait que la moyenne est 1950, 19 500 plutôt, puis l'écart type est de 1560. Fait que là, il va savoir combien de lampes sur 12 000 sont toujours allumées après 19 000 heures. Fait qu'on sait qu'à 19 500 heures, c'est la moyenne. Eux autres, ils veulent savoir, il va y avoir combien de lampes encore d'allumées ici. Fait qu'on fait toujours la même formule pour se servir de la table de centrée réduite. Donc, on fait mu moins x sur sigma. Ça nous donne 0.3205. On va dans la table pour voir à quoi correspond ça. Ça correspond à 12.55. Fait qu'on sait que ça correspond à 12.55. Puis si on ajoute tout ce qui est là, ça va être 50%. Donc, on a un total de 62.55%. Donc, si on fait ça fois 12 000, ça va être les lampes qui vont être encore allumées. Je sais que vous comprenez la courbe de loi normale, mais peut-être que c'est l'exemple ici qui va être plus compliqué parce que c'était dur de savoir pourquoi on prend ce bar-là, pourquoi on ne prend pas de l'autre côté. En fait, il faut comprendre que ça, c'est le temps que la lampe, le nombre d'heures qui sont le nombre d'heures comptées avant que la lampe s'éteigne. Fait que si on est ici, il va y avoir des heures. Il va y avoir peu de lampes qui vont brûler au bout de 10 heures, par exemple. Un défaut de fabrication, une fuite dans la lampe, peu importe. Fait qu'il va y avoir des lampes qui vont commencer à brûler là, mais il n'y en aura pas beaucoup. Puis plus qu'on avance dans le temps, plus que tes lampes ont des chances de brûler. Fait que là, on va avoir des lampes qui vont brûler là. Fait que le plus, les lampes qui vont majoritairement brûler à cette partie-là. Puis plus qu'on va aller, bien moins il va y avoir de lampes de brûler parce que de toute façon, il en reste moins de lampes. Ils vont tout avoir brûlé là. Fait qu'il va y avoir de moins en moins de lampes qui brûlent. Donc ici, il y a beaucoup de lampes, il y a peu de lampes qui brûlent parce que c'est un défaut de fabrication vraiment majeur. Puis avec le temps, on tombe dans la vie normale, si on veut, dans la durée de vie normale. Puis plus qu'on s'en va vers la fin, bien moins que ça peut durer parce que les lampes, il n'en reste plus beaucoup à brûler. Fait qu'il faut comprendre un peu comment on peut utiliser la table pas la table, mais la courbe de loi normale pour ça. D'un coup, vous avez compris ça, ben, c'est comme rendu évident que cette partie-là, les lampes ne sont pas encore brûlées. Donc, après 19 000 heures, ben, c'est tout ça qui reste à brûler. Si on doit remplacer les lampes en maintenance préventive lorsqu'elles atteignent une vie de mu est égal à 1.5 sigma, là, ils veulent juste faire une maintenance préventive. Brûler ou pas, on les change toutes. Fait qu'il faut juste calculer. Les autres, ils nous le disent déjà. Fait ils donnent déjà le mu puis tout ça. Fait qu'on fait juste remplir l'équation. On connaît le mu 19 500, on connaît le sigma. Fait qu'on fait juste mettre l'équation bêtement. Puis ça donne, au bout de 21 840 heures, ben, il faut remplacer les lampes. L'autre question, c'est après combien d'heures d'utilisation est-ce que 500 lampes auront été remplacées? Fait que là, on connaît, là, on a 500 lampes sur 12 000, parce qu'il y a 12 000 lampes au total. Fait qu'il faut trouver le ratio. Fait qu'on cherche un X pour que ça ici soit égal à 0.0416. Mais si ça c'est égal à 0.0416, bien là, on peut déduire que ça ici, c'est égal à 50%, parce que 50% c'est tout ça ici, moins ça, qui va donner ce chiffre-là ici. Dans la table, on trouve que c'est un Z de 1.73. Puis là, on remet ça dans la formule. Z est égal à mu moins X sur sigma. On cherche le X ici. Puis bon, on fait juste faire de l'algèbre, puis on tombe sur 16 801 heures. L'autre partie. En servant de ces données, 4, 14, 16 et 17, c'est quoi la moyenne arithmétique? Bien, là, une moyenne arithmétique, vous connaissez, on additionne tout et on divise par le nombre d'éléments, ça vous le savez. L'écart type, bien, l'écart type, c'est cette formule-là ici. C'est le X. C'est xi moins x bar. Fait en fait, pour trouver ça, il faut trouver la moyenne. La moyenne, vous l'avez trouvée ici. Puis, il faut passer chacun des termes. Fait qu'on dit, mettons, on dit ça moins ça, puis on met tout ça au carré. Ça fait ça. 14 moins 15.25, tout ça au carré. Plus, on prend l'autre terme, 14 moins 15.25 au carré. 16 moins ça, on met tout ça au carré. Puis 17 moins ça, on met ça au carré. Un coup, on a fait ça, on additionne tout ça ensemble. On divise par n-1, n ce qui était égal à 4. 1, 2, 3, 4. 4 moins 1, 3. Puis si on fait la racine carrée de tout ça, ben, ça donne 1.5.
Fait que ça, c'est les quartiles. Je sais que vous pouvez le faire facilement avec Excel, tout ça, mais je voulais que vous le fassiez à la main pour comprendre d'où ça vient. C'est sûr qu'à l'examen, je vais vous poser une question semblable. Il n'y aura pas 300 données, c'est juste chien, mais si vous le faites avec 4, vous comprenez le principe. Maintenant, en vous servant des données, la question 5, en vous servant des données 19, 19, 22, 25, blablabla, c'est quoi le premier quartile? En fait, pour faire ça, il faut les placer en ordre de croissance. Ils sont déjà en ordre, là. Puis, la médiane ou le quartile 2, c'est la valeur qu'il y a autant de valeurs supérieures qu'inférieures. Fait que s'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fait qu'on sait que si on le plante dans le milieu, tu sais, si mettons vous avez un nombre impair, là, mettons on compte mes doigts, bon, mettons on en met 5, bien, si vous avez un nombre impair, c'est sûr que si vous enlevez celui du milieu, il en reste 2. C'est correct, il y a 2 du support. Si vous avez un nombre qui est pair, bien, la médiane va se trouver là pour que vous ayez deux côtés, vous ayez deux ce bord-là puis deux ce bord-là. Fait que c'est le même principe. Si on est impair, fait qu'on sait que il y a un chiffre exact qui va être le milieu, donc ça correspond à 29. Fait que la position du centre correspond à une valeur de 29. Un coup que ça s'est fait, là, ce qu'il nous reste, il nous reste 4 items chaque côté. Là, c'est un peu le problème des doigts. Là. Fait que là, il faut trouver une valeur qui va être ici pour en avoir 2 d'un bord puis 2 de l'autre. Fait que là, bon, on sait que c'est celui dans le milieu ici, c'est après 2. Puis ben, on est entre 19 puis 22. Fait que c'est quoi la valeur qu'on donne? La position, on la connaît, mais la valeur, c'est la moyenne entre les deux. Fait que on est entre 19 puis 22, fait qu'on fait la moyenne des deux qui donnait 20,5. C'est la même chose de l'autre côté. De l'autre côté, nous, on a, on a 4 items. Fait qu'on sait que la position va être entre ces deux-là pour avoir 2 items d'un bord, 2 de l'autre. Puis la valeur de la médiane, ben, c'est la moyenne entre les deux. Fait que la valeur des médianes, ou des quartiles plutôt, c'est tout le temps la valeur que ça arrive. Quand le quartile arrive directement sur un chiffre, c'est ça, cette valeur-là. Quand ça tombe entre deux valeurs, ben, le quartile, c'est la moyenne des deux. C'est pas plus dur que ça. Puis là, il va savoir si la valeur de 47, c'est une valeur aberrante. Mettons qu'on avait eu 47, puis on dit dans l'échantillonnage, je dis, c'est bon, ce 47, ça a-tu du sens? Bien, en fait, ce qu'il faut faire, la formule, c'est, j'aurais pu l'écrire mieux que ça, là. La formule, c'est Q3 moins Q1, tout ça fois 1,5, puis on l'ajoute au Q3. Puis ça, faut que ça soit, ça c'est comme la limite, ça. Fait que si on est plus loin que ça, ça ne fonctionne pas. Fait que là, c'est ce qu'on calcule ici. Fait que Q3 moins Q1 sur 1,5, ça donne 31,5. On ajoute ça à Q3. Q3 est ici. 31,5 est ici. Fait qu'on ajoute 16,5 à 31,5. Ça donne 48. Donc, ce qu'on permet, on peut se rendre jusqu'à 48 avant que ce soit aberrant. Avec nous, vu qu'on est en 47, on est plus bas que 48, ben, c'est non aberrant. C'est une valeur qui existe. On est correct avec ça. Question 6, c'est la même chose, la même question, parce qu'on n'a pas fait en classe, je voulais être sûr qu'on comprenne. C'est la même chose, mais là, il y a 10 items. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fait qu'on les met en ordre. Puis là, voyez-vous, vu qu'on est, c'est l'exemple de nombre pair, fait que la médiane va être ici. Fait que là, on n'est pas exactement sur une valeur. Fait qu'on trouve la position médiane, qui est entre 26 et 26, donc la médiane c'est 26. Mais là, on stresse, il reste 5 items de chaque côté. Fait que là, on a ce problème-là ici, on a 5. Fait que là, c'est sûr que lui va être le milieu là. Fait qu'on a 2 items d'un bord puis 2 de l'autre. Fait que c'est correct. Fait que la moyenne, pas la moyenne, mais le quartile 1, c'est 22. Même principe de l'autre côté, le quartile 3, c'est 29. Puis là, on demandait est-ce qu'une valeur de 11, c'est aberrant? Bien là, il faut faire le même exercice que tantôt. Il faut que le 11 soit plus petit pour que ce soit aberrant, là, que ce soit plus petit que Q1 moins l'intervalle interquartile qu'on avait tantôt, Q3 moins Q1 fois 1,5. Fait que ce terme-là, c'est le même que celui-là ici, mais d'un fois, on l'ajoute. C'est comme si notre plage était, mettons, on avait notre plage de données comme ça, puis si, mettons, on a le quartile, on a le Q2 ici, on a le Q3 ici, puis le Q1 ici, puis on dit, on permet de se rendre jusqu'à cette partie-là ici. Puis on peut se rendre jusque là. Fait que toutes les valeurs qui sont en dedans, c'est bon. Mais ça, c'est quoi cette valeur-là? Bien, c'est qu'on donne un bonus, mettons, de si ça, c'est égal à Q3 moins Q1 fois 1,5. Fait que si
on a Q3 plus ça, mais toutes les valeurs qui sont dépassées, ça c'est aberrant, mettons là. Fait que toutes les valeurs qui sont là sont calculées pas bonnes. Puis c'est la même chose ici. Fait que cette distance-là ici, c'est égal encore au Q3 moins Q1 fois 1,5. Fait que si on est inférieur du quartile 1 de cette dimension-là, c'est plus bon. Fait que tous les chiffres qui sont ici, ça ne marche pas. Fait que dans notre cas ici, ben, on fait le calcul, puis on tombe à 11. Donc ici, c'est comme si le quartile ici, la valeur était 11,5. Puis nous, notre valeur, on tombait à 11. Fait qu'on est de ce côté ici, donc c'est aberrant comme valeur. L'autre, c'est Pareto. Fait qu'on donne des données, on dit qu'il y a des problèmes de poussière, de tâches, tout ça. Puis je vous demande de faire un diagramme de Pareto. Puis je vous demande de savoir sur quel défaut vous allez vous attaquer. Fait que pour le faire, il faut, mettre les défauts en ordre. Là, j'ai donné une chance, je les ai déjà toutes mis. Après ça, il faut calculer le pourcentage relatif de défauts. Fait que pour faire ça, il faut trouver la somme de tout ça. Ici, si on fait la somme de tous les défauts, on a 280 défauts de répertoriés. Puis la quantité relative, ben, mettons, les rayures comptent pour 39% des défauts. Donc, 110 divisé par 280 donne 39%. On fait ça pour tous les défauts. Fait qu'on sait que chaque défaut compte pour combien relativement à la quantité qu'on a au total. Un coup que ça c'est fait, il faut trouver le pourcentage cumulé. Fait que là, en fait, il faut dire, OK, le premier défaut, il compte pour 39%, ça c'est la même chose. Le deuxième, ben, c'est 39 plus 27%. On ajoute le défaut suivant. Fait que 39 plus 27 donne 66. Après ça, on ajoute le défaut suivant et ainsi de suite. Jusqu'à temps qu'on ait tout passé, puis on va arriver à 100% à la fin, c'est sûr. Pourquoi qu'on fait ça? C'est parce que Pareto dit qu'on va s'attaquer au problème qui donne un pourcentage Pareto dit qu'on s'attaque aux problèmes qui donnent à peu près 80% des causes. Fait qu'on sait qu'ici, voyez-vous, si on arrête ici, on arrive à 78%. Fait qu'on sait qu'il faut s'attaquer aux 3 premiers défauts, qui ensemble cumulent pour 78% des défauts. C'est juste ça. Ça, je viens de répondre à la question B. Et, comme 85, c'est un peu trop, ça dépend des cas. Comme je vous dis, ça, c'est juste pour comme une estimation, mettons. Peut-être que vous dites, ah oui, c'est facile de régler le problème hors tolérance, on a trouvé le problème, mais tu le fais, là. Mais en général, tu t'attaques sur ce qui est autour de 80%. Pour faire la charte, ben, c'est comme si on faisait un genre d'histogramme, si on veut. On les place tout en ordre, comme un diagramme à colonne, mais en ordre de priorité, comme ils sont ici. Là, je ne les ai pas réécrits, là, mais c'est le défaut 1, défaut 2, défaut 3, défaut 4. Puis si on les place comme ça, pareil comme si on faisait un histogramme, mais de l'autre côté, il faut faire l'échelle de pourcentage cumulé. Fait que dans le graphique, il y a 2 graphiques. Puis bon, on indique ces pourcentages-là ici. Puis ici, on peut voir qu'on frôle le 80% quand on est ici. En fait, il faut s'attaquer sur ces défauts-là ici. C'est ce que ça veut dire. C'est juste une représentation graphique. Mais en fait, on n'a pas besoin de le faire, le graphique comme tel, pour savoir sur quoi s'attaquer, mais moi, je voulais le voir. Fait que quand vous faites un Pareto, c'est important d'avoir les défauts-là en abscisse, les quantités en ordonnée à la gauche, avoir le pourcentage cumulé à la droite, mettre les unités, puis dire qu'est-ce que vous faites. Ça, c'est ce que vous allez avoir besoin de faire à l'examen. La dernière question, c'était, vous devez faire un histogramme pour représenter des valeurs. Il y a 200 données. Puis, je vous donne déjà la valeur minimum puis maximum. Puis, il faut faire l'histogramme. En fait, je ne vous demande pas de dessiner l'histogramme parce que je sais que vous êtes capable de le faire rendu là. En fait, vous l'avez fait déjà un peu avec Pareto. Si vous êtes capable de faire un Pareto de même, je sais que vous êtes capable de faire un histogramme. Sauf que ce qui est important, ce que je veux vérifier, c'est si vous êtes capable d'avoir les bonnes valeurs. Fait qu'un histogramme, c'est fait comme ça, avec des colonnes comme ça. Je fais n'importe quoi, là. Fait que ce qui est important, c'est que les colonnes aient toutes la même largeur. Puis c'est important que les colonnes couvrent l'étendue complète des données qu'on a. Puis c'est important aussi de ne pas avoir trop de données. Si, mettons, on a 200 données à répertorier, puis on fait 200 colonnes, il y en a ben trop. Ça ne dit rien. Puis si en même temps, vous faites juste 2 colonnes, mais ça ne sera pas représentatif non plus. Fait que ce qui est important de comprendre quand on fait un histogramme, c'est de savoir combien de classes qu'on a, puis c'est de savoir c'est quoi l'étendue de chaque classe, l'amplitude de chaque classe. Puis c'est de savoir aussi, c'est de savoir le point de départ puis le point d'arrêt. Puis il faut que chaque classe ait la même dimension. Chaque classe doit avoir une amplitude de la même dimension.
Donc, avec n est égal à 200, on peut trouver le nombre de classes. Fait que l'équation, je vous ai donné aussi une table qui est répertoriée déjà, là, mais sinon, vous prenez l'équation. Le nombre de classes qui est égal à k, c'est 1 moins 3.322 log 10 de n, n étant 200. Ça, en dessous dans la formule, ça donne 9. Fait que là, on sait qu'on a 9 classes. Après ça, on sait que l'étendue, ça c'est la valeur max moins la valeur min. Je vous les donne déjà. Fait qu'il faut juste trouver l'étendue qui était de 114. Après ça, il faut être sûr que on couvre toutes les. Faut trouver l'amplitude pour être sûr qu'on couvre toute l'étendue. Fait qu'on sait on a 114 d'étendue, on a 9 classes, ça donne 12.6. Faire des classes de 12.6, c'est un petit peu fatigant. Fait qu'on aurait pu mettre 12.5. Moi, j'ai choisi 13 comme ça. Fait que si on fait 13 fois 9 classes, ça donne, on dépasse l'étendue qu'on peut avoir. Mais mettons qu'on les fait comme ça. On dit classe 1, c'est 200. J'ai décidé de commencer à 211. Il faut commencer en bas du chiffre au moins ou égal. Fait que la classe 1, ça va être toutes les valeurs qui vont être entre 211 et 224. 224, c'est 211 plus 13 en fait. Parce qu'on sait que chaque classe va avoir une amplitude de 13. Fait que ça mettons 211 est ici. Si on se tasse de 13, ici on va avoir 224. Et ainsi de suite. On se tasse de 13, on va avoir 237 ici. Ainsi de suite. Fait qu'on a toutes des classes de 13 unités de largeur, d'amplitude, puis on a 13. Fait qu'on fait juste faire ça comme ça. Fait que un chiffre qui serait de 211 ou égal, il serait dans cette classe-là, jusqu'à 224. Puis 224, ça a l'air d'un 7, là. 224 à 237, il va être dans cette classe-là. C'est important de mettre un égal sur un des deux côtés, parce que si on n'en met pas, on ne saurait pas dans quelle colonne mettre le chiffre si on tombe direct dessus. Si on a 224, on le met dans la classe 1 ou dans la classe 2. Fait qu'il faut qu'il y en ait un des deux qui ait un égal. Pas les deux, parce qu'on va avoir le même dilemme. Fait que si c'est répertorié comme ça, on est correct. Fait que là, on avance comme ça, puis on se rend compte qu'à la fin, au bout de 8 classes, on a 328. 328, c'est déjà plus grand que notre plus grande valeur. Fait qu'on n'a pas besoin de la 9e classe. Fait que dans ce cas ici, en arrondissant supérieur à 13, 9 classes, c'est trop. Fait que avec A égal à 13, on a besoin juste de 8 classes, avec l'amplitude de 13. Fait que dit, vous avez calculé 9, 8 c'est correct. Puis si vous dites non, ça en prend 9, là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut réduire l'amplitude. Moi, j'ai juste mis ça un peu trop gros. Puis ce que je dis là, ici, c'est que ça, en fait, c'est dur dans une question d'examen de savoir si c'est 8 ou 9 qu'il faut mettre parce que vous n'avez pas de contexte. Mais dans l'entreprise, dans un vrai procédé, vous pouvez choisir vraiment plus facilement. Ça va être plus facile de dire, oui, on y va avec 9 classes, on va avec 8 classes, on va mettre des amplitudes plus faciles à compter pour l'employé ou peu importe. Mais si vous faites quelque chose qui ressemble à ça, que vous calculez le vrai nombre de classes que ça prend, puis après ça, vous le réduisez à la hausse ou à la baisse avec une explication, ça va être bien correct. Fait que c'est ce qui complète l'explication. Je vais être disponible de toute façon. Fait que n'hésitez pas à m'appeler ou à m'écrire si vous avez des questions. J'espère que c'est clair.